Comment peut-on passer de fonctionnaire à écrivain et d'auteur à succès, et même aussi d'auteur de chansons d'artistes connus comme Bruno Pelletier et aussi France d'Amour? On va valider tout avec mon invité aujourd'hui qui est M. Hervé Dubois. Bonjour. Bonjour. Comment on passe d'un univers qui n'est peut-être pas tant que ça artistique, à moins que vous allez m'apprendre qu'être fonctionnaire, il y a un côté artistique là-dedans, mais à devenir écrivain et auteur de chansons, c'est quand même pas banal, votre histoire, votre parcours, là. Effectivement, écoutez, tout part d'une décision. J'ai été fonctionnaire, oui, j'ai fait même bien d'autres métiers avant ça. J'ai même été maçon, j'ai été céramiste, faire de la poterie, j'ai fait toutes sortes de choses comme ça. Mais à un moment donné, il a fallu que je prenne soin de mes filles. J'avais une famille, donc je me dis, soyons sérieux un petit peu. Je m'en allais dire, il fallait devenir riche, il fallait faire de l'argent en devenant artiste. C'est pas en étant fonctionnaire qu'on fait de l'argent, je pense pas. Mais bref, donc j'ai travaillé effectivement 10 ans au gouvernement du Québec. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'avais fait le tour de la question, je voulais faire autre chose. Et puis j'ai toujours été un artiste dans l'âme. Même quand j'étais gamin à l'école, j'écrivais de la poésie. Donc à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est le moment. Puis voilà, j'ai plongé. Un déclic qui s'est fait quelque part. Oui. Il y en a ça a été la pandémie, qui ont eu le déclic de se dire, regardez, je vais me lancer, c'est le temps ou jamais. Elles se sont remis en question, puis on dit, garde, je me lance. Donc pour vous, ça a été donc un moment charnière. Oui. Et en tout cas, c'est quand même, quand je le disais, que c'était pas banal, parce que vous êtes rendu à plus de 10 livres, en tout cas, une quinzaine, je crois, d'ouvrages. Avec ceux qui vont paraître d'ici, dans les prochains mois, je vais être arrivé à 30 livres. 30 livres, OK, voyons, regarde. Oui. Excusez, j'ai sous-estimé votre impact et le parcours que vous avez. Quel est toujours ce désir d'écrire? Quel est ce coup d'envoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce que vous terminez un ouvrage, là, évidemment, on vous présente L'Enfer sans confession, on va l'aborder dans quelques instants, mais pour créer ce livre-là, quelle est l'étincelle pour vous? Comment ça naît? En tant qu'auteur, que ce soit en tant qu'auteur de chansons, de livres, de poésie, peu importe, c'est important pour moi de toucher les gens. De les faire réagir, qui vivent des émotions, qui passent du bon temps, évidemment, parce que quand on écrit un roman, que ce soit L'Enfer sans confession ou d'autres livres que j'ai écrits, c'est du divertissement, on s'entend. Mais je veux aussi les impacter, comme on dit. Les impliquer, peut-être, ouais? Oui, qui ressentent quelque chose, qui passent du bon temps, oui, mais que ça les fasse autant réfléchir que sourire, divertir, ouais, aussi. Avoir la chair de poule, même. Donc, Ben oui, justement. Puis je veux que tout d'abord vous nous présentiez si vous en faites un peu l'histoire, le résumé de votre ouvrage L'Enfer sans confession. D'accord. C'est un peu difficile de faire un résumé parce que c'est quand même une brique de Paul One, 500 pages, et il y a plusieurs personnages très importants. Il n'y a pas un personnage principal. Tous mes personnages, les 4 principaux, je dirais, ils sont tous importants. Donc, c'est une histoire, c'est un thriller d'abord, ouais, qui se situe au carrefour du polar et du fantastique. Mais c'est totalement ancré dans la réalité montréalaise. En fin de compte, l'action se déroule en 2014 dans le quartier Griffintown, donc avant qu'ils connaissent toute la mutation immobilière qu'on lui a connue par après. Et puis, donc, c'est un jeune homme, Gabriel, qui vit de façon un petit peu renfermée sur lui-même. Il ne veut pas de problème. Il ne veut rien savoir des gens. Il n'est pas très sociable. Et sa vie, il l'aime comme ça. Sauf qu'un beau jour, il va découvrir un cadavre vraiment amoché dans son sous-sol. Et puis déjà, ça, c'est quelque chose qui a comme un impact assez fort. Ben quand même. Oui. Et puis, mais en même temps, il va faire la connaissance de sa nouvelle voisine, Ariel, qui est une femme avec une aura mystérieuse. Et c'est ça qui l'attire, même s'il n'est pas très sociable, qui n'est pas attiré vers les gens, il est attiré vers cette femme-là parce que ce qu'elle dégage... Il y a un charisme. Oui, il y a un charisme étrange chez elle, donc il est attiré par elle. Et puis, de fil en aiguille, c'est sûr, il va se mettre les pieds dans les plats. Il va se mettre là où il ne devrait pas être, autrement dit. Et rapidement, il va se trouver pris dans un engrenage qui fait intervenir d'autres personnages pas mal plus diaboliques et qui ont pas mal
comment dire, des intentions un peu moins bonnes. Et j'aime beaucoup ce que vous avez écrit, M. Desbois, sur, entre autres, l'endos du livre qu'on peut voir actuellement à l'écran. Lorsque vous dites, lorsque la vie bascule du jour au lendemain, il faut savoir garder son sang-froid et surtout ne jamais regarder le démon dans les yeux. J'ai trouvé quand même que c'était une belle façon de présenter le livre et de nous piquer cette curiosité à tourner les pages et autres aussi. C'est pas banal. Puis lorsque vous avez indiqué, puis on le constate, j'ai contemplé quand même un peu ce que vous aviez fait comme dans votre bibliographie qui est quand même assez volumineuse. Et justement, l'horreur, le paranormal, le côté fantastique, dans d'autres livres, même un peu plus pour la jeunesse. Vous avez souvent gravité autour de ces thématiques, quand même pas très loin. Pourquoi c'est important pour vous? Est-ce que c'est un univers, c'est un monde qui vous fascine, que vous aimeriez peut-être qui devienne réel dans certains cas? Ou... Effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'étais gamin et moi, les histoires paranormales me fascinait. Je lisais des bouquins sur justement les apparitions, les fantômes, les esprits frappeurs. Alors, avez-vous déjà été témoin d'apparitions ou tu sais, peut-être? Ou... peut-être pas jusque-là, j'irai pas jusque-là. J'ai des gens, des amis qui m'ont partagé des expériences de ce style-là. On peut les croire, on peut ne pas les croire, libre à nous. Mais personnellement, c'est sûr, j'ai vécu des expériences un petit peu bizarroïdes, si je peux dire. Mais en parlant à droite et à gauche, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, ben oui, moi aussi. » J'ai vécu ça aussi. J'ai vécu ça, moi aussi, puis c'était assez étrange. Ou ma grand-mère, elle était capable de faire ci, comme ma conjointe, son père, apparemment, il avait un don d'arrêter de faire saigner les gens, juste comme ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient dans les campagnes, entre autres aussi québécoises, beaucoup de gens qui se disaient d'avoir des dons. OK, pense à telle personne et il va arrêter de saigner ou il va se remettre d'une maladie quelconque aussi. On croyait beaucoup à ça. En tout cas, ça fascine, ça c'est sûr, parce que quand les gens racontent des films ou des histoires, on est toujours... très à l'écoute. C'est vraiment, je pense que c'est répandu. Évidemment, il nous reste peu de temps, M. Desbois, mais là, je lisais quelque part que vous aviez un projet d'ouvrage, parce que vous n'arrêtez pas, vous avez une trentaine de livres, vous l'avez dit. Vous êtes un comédien également, aussi de formation, auteur de chansons. Et est-ce qu'il y aura un projet d'écrire une fiction sur votre famille, entre autres votre grand-mère qui a vécu les deux guerres? Est-ce que c'est dans les cartons, ça? Oui, effectivement. Il n'y a encore rien de très, très, très précis, parce que comme je disais, je suis un peu le cul entre deux chaises. Là, je viens de compléter un projet. Donc, quel va être le prochain? Je n'ai pas encore décidé lequel. Mais effectivement, ma grand-mère a une vie assez intéressante, assez riche en aventures, en rebondissements. Elle a connu les deux guerres. Son mari est parti à la guerre, lui aussi. Donc, elle était propriétaire d'un café dans un petit village de campagne dans le Loir-et-Cher, en France. Et puis, donc, elle a vécu les Allemands, les résistants qui venaient dans son café. Et puis, les gens se croisaient sans même savoir qui ils étaient. Elle a connu même les mitraillettes dans le dos parce qu'ils cherchaient du monde. Donc, elle a vraiment vécu quelque chose d'assez intense. Et je ne veux pas en faire une biographie, évidemment. Mais inspiré d'eux? Oui, inspiré d'eux, parce que j'aimerais ça lui rendre hommage. Parce que c'était une femme tellement humble, tellement effacée, mais qui a tellement fait pour sa communauté. Courageuse. Courageuse, oui. Et puis sans elle, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est clair. Et en tout cas, elle serait fière de vous, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et allez lire ce livre que vous voyez à l'écran de Hervé Desbois, qui est passé nous voir en studio pour nous présenter L'Enfer sans confession. Merci beaucoup d'être passé. J'ai vraiment beaucoup aimé notre conversation. Merci à vous de m'avoir invité. Plaisir.